Voilà l'ouverture du 13e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, rencontre de haut niveau qui se tient à Istanbul en Turquie en présence du chef de l'État ivoirien. En visite officielle en Côte d'Ivoire depuis hier, Yu Zhengsheng a eu un entretien ce jeudi avec Guillaume Soro, le président du comité national de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois, et le chef du Parlement ivoirien ont évoqué le renforcement des liens bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Dans l'actualité économique, ce premier bilan des impôts, un peu plus de 420 milliards de francs CFA de recettes fiscales ont été mobilisés au cours du premier trimestre de l'année. Information donnée lors d'un séminaire bilan de la Direction générale des impôts sur fond d'analyse en vue de mieux aborder le second trimestre. Et puis, à l'étranger, 2 ans après leur enlèvement par Boko Haram, familles et sympathisants ont manifesté aujourd'hui au Nigeria pour réclamer la libération des lycéennes de Chibok, tandis que le gouvernement étudie une preuve de vie de certaines d'entre elles envoyées par leurs ravisseurs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, l'ouverture du 13e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Cette première journée a été marquée par une allocution du président turc Recep Tayyip Erdogan et du représentant du président de la 12e session du sommet, le secrétaire général de l'OCI, Liad Amin Madani. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, prend part aux travaux de ce sommet. Envoyé spécial à Istanbul, Viviane Haïm. Des chefs d'État, des rois, des émirs, au total une cinquantaine de hautes personnalités au nombre desquelles le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Si le 12e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, organisé il y a 3 ans, s'était tenu en Égypte, pour ce 13e sommet, la conférence des dirigeants de l'organisation a porté son choix sur le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, pour conduire l'OCI au cours des 3 prochaines années. C'est donc Istanbul, la 2e ville de la Turquie, qui a abrité cette grande rencontre. Si en ouverture de séance, les participants ont écouté l'intervention du représentant du président sortant de l'OCI, le président égyptien, puis celle du secrétaire général de l'organisation, le Saoudien Iyad bin Amin Madani, en poste depuis 2014 et dont le mandat prend fin en 2018, intervention axée sur le bilan enregistré par l'OCI, le nouveau président en exercice, le président turc Recep Tayyip Erdogan, prenant la parole à son tour, a présenté son programme d'action à la tête de l'organisation avec pour point central la lutte contre le terrorisme. Ces gens qui, soi-disant, au nom de l'islam, au nom des musulmans, attaquent les opprimés, les tuent, les pillent, toutes ces organisations terroristes ne pourront jamais représenter cette religion sacrée. Car notre religion est la religion de la paix. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, est l'ambassadeur de la paix. Parmi les pays membres de l'OCI, il serait tout à fait judicieux de créer une structure qui permettrait de renforcer et d'institutionnaliser la lutte contre le terrorisme et des autres crimes organisés. Nous devons faire en sorte que l'initiative islamique d'alliance contre le terrorisme créée à l'initiative de l'Arabie saoudite soit une organisation effective. D'autres aspects de ce programme sont le renforcement de l'intégration du monde musulman par la mise en place d'institutions fortes, une promotion plus accrue des femmes du monde musulman à de hautes responsabilités, un soutien renforcé de l'OCI à la cause palestinienne pour l'obtention de son indépendance. Et c'est avec une grande conviction et une détermination affichée à travailler à l'aboutissement de son ambitieux programme que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est adressé à ses pairs avant le huis clos qui a réuni tous ses dirigeants des États membres de l'OCI. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, lui, est à Washington, aux États-Unis, où il prendra part aux réunions
du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Les travaux débutent officiellement demain pour s'achever le 17 avril prochain. Plusieurs dossiers importants seront défendus par le chef du gouvernement, notamment l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI, le cadre de partenariat pays et la recherche de financement pour le Plan national de développement PND 2016-2020, le point de notre envoyé spécial à Washington, Thomas Guessambi. Washington DC, capitale fédérale américaine. Ce mercredi 13 avril, au 720 19e rue, avenue Pennsylvanie. Le décor est visiblement déjà planté pour les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire est attendue à ce rendez-vous où sont examinées les perspectives et défis de l'économie mondiale. C'est dans cette dynamique que Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre ivoirien, arrive dans la capitale américaine, accompagné d'une forte délégation. Au milieu du protocole respecté et d'un accueil chaleureux, le chef du gouvernement ivoirien a le temps de confier à la presse les réelles motivations de son déplacement. Nous venons avec les orientations du président de la République pour travailler avec nos partenaires de développement, que ce soit donc le Fonds monétaire international, que ce soit donc la Banque mondiale dans toutes ses composantes, notamment avec IDA, SFI et MIGA, de manière à pouvoir avancer dans les dossiers précis. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler. Mais aussi, il y a des partenaires, disons que privés, beaucoup de partenaires privés que nous devons rencontrer, parce qu'ils veulent participer donc au financement d'un certain nombre d'infrastructures importantes au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit donc des routes, que ce soit donc l'électricité, enfin toutes les infrastructures au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Outre les réunions statutaires et autres audiences, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devrait prendre part à des panels d'échange de haut niveau pour défendre la question ivoirienne. Il est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis hier. Yu Zhengsheng a eu un entretien ce jeudi avec Guillaume Soro, le président du comité national de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois, l'équivalent du Sénat, et le chef du Parlement ivoirien ont évoqué le renforcement des liens bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et la Chine, le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Au cœur de cette séance de travail entre le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Kibafori Soro, et le président du comité national de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois, le renforcement de la coopération entre les deux institutions, mais aussi les relations bilatérales entre Yamoussoukro et Béguine. Désormais, la Côte d'Ivoire est une destination privilégiée pour la Chine. Sachez que le gouvernement ivoirien a cherché à obtenir ce statut depuis 10 ans. Et c'est cette année que ça a été accordé, ce qui est très important pour notre pays. Yu Zhengsheng a signifié au président de l'Assemblée nationale la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de son programme de développement. Nous espérons pouvoir poursuivre notre coopération en matière d'infrastructure et dans le même temps, nous sommes désireux de développer notre coopération dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et autres, afin de bénéficier à nos deux peuples. Le président du comité national de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois, l'équivalent d'un Sénat, a fait un don de 2 millions de yuan, soit environ 180 millions de francs CFA, pour soutenir l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le Japon, par son agence de coopération internationale JICA, a procédé ce jeudi à Yopougon à la remise de clés symboliques de projets pilotes d'infrastructures communautaires. Le projet dénommé COSEI vise à renforcer la cohésion sociale entre les populations des communes ayant payé un lourd tribut dans la crise post-électorale par l'aménagement d'infrastructures de base, par exemple des routes et des écoles. La phase pilote a concerné 2 communes, Yopougon et Abobo, au nord d'Abidjan. Elle a coûté plus de 3 milliards de francs CFA, de quoi susciter la reconnaissance côté ivoirien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour Ahmed Bakayoko, le développement, c'est la meilleure réponse aux conflits et aux guerres. En Afrique, Ben Touré, Adama Koné. Elle se regardait en chien de faïence au plus fort de la crise post-électorale. Un projet d'aménagement d'infrastructures de base les impliquant a brisé cette méfiance.
Les populations d'Abobo et de Yopougon ont travaillé ensemble pendant 3 ans pour sortir de terre des infrastructures communautaires. C'est le COSE, projet de renforcement des communes pour la promotion de la cohésion sociale du Grand Abidjan. La remise des clés du projet pilote a eu lieu ce jeudi. Vous savez, la guerre est rentrée par Abobo et elle est sortie par Yopougon. Donc les Japonais, nous sommes mis d'accord pour réaliser le projet de cohésion sociale là où il y a les difficultés dans ces 2 communes-là. Le projet COSE a coûté plus de 3 milliards de francs CFA à l'État japonais. Il a été réalisé à travers l'Agence japonaise de coopération internationale. Je souhaite qu'à travers ce projet, les capacités administratives des mairies soient renforcées et que la compréhension mutuelle entre les populations de Yopougon et d'Abobo se développe davantage. Les communes bénéficiaires, Abobo et Yopougon, sont heureuses qu'une épine leur soit retirée du pied. Le bitumage de 2 tronçons routiers d'environ 1,250 km, notamment la voie du Banco 2, a permis de donner des emplois à environ 600 jeunes. Abobo a bénéficié d'une part de nouvelles voies bitumées et d'autre part la construction d'un bâtiment R+1 de 6 classes avec bureau du directeur entièrement équipé et d'un autre bâtiment totalement réhabilité avec clôture au groupe scolaire Anonkwa 3 et 4. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, il n'y a pas meilleur ciment pour la cohésion sociale que le développement au profit des populations. Le but et le débat en politique, ça doit être de tout faire pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est-à-dire concrètement, vous qui êtes là, vous savez très bien les problèmes d'embouteillage, de circulation. Avec cette route, vous savez ce qui va changer dans votre vie. Vous allez être moins stressé, vous allez être des gens heureux. Le projet COSE s'étendra les prochains mois aux autres communes d'Abidjan et à toutes les collectivités territoriales du pays. Ce jeudi, la solidarité du gouvernement a encore été exprimée à l'endroit des victimes des crises sociopolitiques et celle de l'attentat de Grand Bassam. Maria Toukone, ministre de la Solidarité et de l'Indemnisation des victimes, s'est rendue à l'Institut Goethe et à la résidence de l'ambassadeur de France pour remettre de façon symbolique des chèques aux ayants droit des victimes allemandes et françaises de l'attaque du 13 mars dernier. Le point de Gabriel Zani. Ils sont plus d'une centaine à recevoir chacun un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA ce jeudi 14 avril. Au siège du Programme national de cohésion sociale, des blessés et les ayants droit des victimes des crises survenues dans le pays et des victimes de l'attaque de Grand Bassam reçoivent le geste de solidarité du gouvernement. Des parents de victimes et des blessés sont encore sous le choc. Je suis un peu ému pour ce que la ministre a fait et j'espère que cela continuera comme ça. Je remercie beaucoup le gouvernement aussi. Ça me fait plaisir, ça me fait soulager. Je veux dire au président de la République que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Pour Maria Toukone, l'indemnisation n'efface pas la douleur, mais prouve que le gouvernement fera tout pour soutenir les personnes touchées. Aujourd'hui, nous remettons 149 chèques, dont 11 chèques pour les victimes de l'attentat de Bassam et le reste, c'est les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire entre 1990 et 2015. Un horizon nouveau s'ouvre à ces personnes-là. Elles doivent savoir pardonner, être tolérants et chacune à son niveau, en tout cas en tant que victime, cultiver la paix et être artisan de la paix. La ministre s'est rendue aussi à l'Institut Goethe, plongée depuis le 13 mars dans le deuil de sa directrice, Henrike Gross. La ministre a été accueillie par Klaus Auer, l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. La circonstance ne se prête pas au protocole, juste des gestes et des mots de réconfort. Parmi les victimes décédées de Grand Bassam, 4 Français, leurs familles ont eu droit elles aussi au chèque du gouvernement, réceptionné ici par l'ambassadeur de France. Cet acte de solidarité montre que nous sommes ensemble face à la barbarie. Et je crois qu'en remettant symboliquement aujourd'hui à la résidence de France ces 4 chèques pour les 4 victimes françaises, c'est un acte vraiment très fort que vous manifestez à notre égard et vraiment je tiens à vous en remercier. Selon la ministre de la Solidarité, les fonds sont disponibles pour indemniser tous ceux qui sont touchés par les crises qu'a connues le pays et l'attaque de Grand Bassam.
En économie, on en vient à ce chiffre important, un peu plus de 420 milliards de francs CFA, chiffre qui représente les recettes fiscales mobilisées au cours du premier trimestre de l'année par les impôts. Information donnée lors d'un séminaire bilan de la Direction générale des impôts sur fond d'analyse en vue de mieux aborder le second trimestre. Les précisions de Justine Seydjike. Recettes fiscales à mobiliser au titre de l'année 2016, 1897 milliards de francs CFA. Objectif de recettes fixé pour le premier trimestre, 408,8 milliards de francs CFA. Résultat réalisé, 420,7 milliards, soit un solde positif de 11,9 milliards. En comparaison des réalisations du premier trimestre de l'année 2015, une forte progression de 18,9%, correspondant à un montant de 66,7 milliards de francs CFA recouvrés en plus se dégage. Cette performance est le fruit du travail acharné de l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts et de plusieurs facteurs conjugués. Il y a l'apport de l'économie. C'est le climat de paix qui a prévalu au cours de ce premier trimestre. C'est l'appui de la tutelle. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, les entreprises, dans leur grande majorité, viennent de manière spontanée payer les impôts. Faisant fi de l'autosatisfaction, l'ensemble du comité de direction élargi fait son auto-évaluation, sa remise en cause en vue d'une administration fiscale moderne, d'où la mise en œuvre de certaines réformes identifiées. La mise en œuvre du nouveau schéma directeur informatique de la Direction générale des impôts, l'informatisation à venir du guichet unique de dépôt des états financiers, le développement de l'applicatif informatique de gestion du contrôle fiscal qui vise à instaurer plus d'équité et d'efficacité dans le contrôle fiscal en Côte d'Ivoire. Les recettes à mobiliser au cours du second trimestre sont de 537 milliards de francs CFA, dont 199 milliards de francs pour le mois d'avril. C'est aussi pour renflouer les caisses de l'État que les douanes ivoiriennes mettent en œuvre une série de mesures de dédouanement. Certaines de ces mesures semblent impopulaires, notamment les procédures de dédouanement des articles et bagages à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ce jeudi, le directeur général des douanes a fait des éclairages sur la question. Le compte-rendu de Francis Boifo. En Côte d'Ivoire, on fouille et on scanne. J'ai même entendu dire qu'on peut fouiller autant de fois qu'on veut à l'aéroport. Plus de souvenirs pour nos proches. Et plus de « achète-moi ci, achète-moi ça » quand on revient de voyage de l'étranger. Ces informations circulent sur les réseaux sociaux depuis mars dernier. Des usagers de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny se plaignent de la procédure de dédouanement des bagages accompagnés. Ils disent payer des taxes qu'ils ne devraient pour des effets personnels. Ils ont l'impression de subir de nouvelles mesures relatives au contrôle des bagages à l'arrivée à l'aéroport. Pourtant, ces mesures existent depuis. Elles découlent d'une décision de 1974 et de deux circulaires, la 1315 du 2 mai 2006 et la 1322 du 6 juin 2006. Il ne s'agit nullement de traquer qui que ce soit pour le dépouiller de ces souvenirs qu'il ramène. Il y a des seuils que la réglementation précise. C'est lorsque vous êtes au-delà de ces seuils-là que vous êtes soumis à taxation. Pour le directeur général des douanes, le contrôle strict des bagages est dû aux exigences liées à la certification de la direction des services aéroportuaires et à la lutte contre la fraude. C'est de faire en sorte que des abus ne soient pas commis, que sous couvert de faits personnels ou de souvenirs à offrir, des importateurs ne fassent des importations fractionnées pour venir alimenter le circuit commercial intérieur et livrer ainsi une concurrence déloyale aux commerçants locaux. Le Code des douanes date de 1964. La Direction générale travaille à l'actualisation des procédures en tenant compte des préoccupations des usagers, a ajouté le général Issa Koulibaly. En attendant, le directeur général des douanes invite au respect des mesures douanières à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, surtout qu'elles sont similaires à celles mises en œuvre dans les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO et dans plusieurs autres aéroports du monde. Le mot d'ordre de grève de 72 heures des syndicats d'enseignants vient d'être levé.
Un compromis semble avoir été trouvé après une rencontre avec le ministère de la fonction publique. À l'origine, les initiateurs de la grève réclament le paiement des arriérés d'indemnisation et de logement, ainsi que le déblocage des avancements. Je vous propose la déclaration de leur porte-parole. Il s'agit principalement de la question du paiement du stock des arriérés, qui est d'une part à l'indemnité de logement et de l'autre à la bonification indiciaire. Il s'agit de la question des omis du déblocage des avancements. Mais sur cette question, je voudrais dire que M. le ministre nous a donné l'assurance. Cette fin de mois, déjà 400 dossiers ont été traités et seront passés en paiement. Pour l'ensemble des autres dossiers, au fur et à mesure, les camarades vont connaître leur paiement, bien entendu avec le rappel y afférent. Notre grève était sur 2 jours. Les 2 jours sont arrivés à expiration. Nous reprenons les cours, mais il appartient maintenant au gouvernement de faire diligence pour qu'un autre arrêt ne vienne pas perturber le bon déroulement de l'année scolaire. Elles sont les yeux des patrons, elles en sont aussi les planificatrices d'activités. Les secrétaires ont été célébrés aujourd'hui, 14 avril, Journée internationale des secrétaires, événement né en 1951 aux États-Unis pour promouvoir la fonction. Le métier de secrétaire ou d'assistante souffrait à cette époque d'une image négative. Aujourd'hui, cette journée est l'occasion pour les employeurs de remercier leurs secrétaires ou assistantes. La Ligue ivoirienne des secrétaires a organisé une conférence au plateau pour marquer l'événement. Le point d'Ami Sissoko. La secrétaire, c'est l'image de l'entreprise. Par exemple, le patron donne un rendez-vous à quelqu'un et la personne arrive dans le secrétariat, d'appel même de vous dire bonjour. Il faudrait que vous ayez le sourire. Mais souvent, quand tu leur dis bonjour, elles n'arrivent même pas à te regarder. Tu dis bon, j'ai rendez-vous avec le patron. Il dit non, le patron n'est pas là. Pour changer cette image peu reluisante de la secrétaire ou de l'assistante de direction, la Ligue ivoirienne des secrétaires LIS forme de plus en plus ses membres. Ce jeudi 14, Journée internationale de la secrétaire, c'est l'occasion de rendre hommage à ces hommes et femmes maillons essentiels de l'administration. C'est aussi l'occasion de les interpeller sur l'accueil à réserver aux clients et autres visiteurs. Quand elle rentre en entreprise, il faut qu'elle connaisse la culture de son entreprise, qu'elle connaisse la culture de l'organisation de cette entreprise, qu'elle sache accueillir les visiteurs et ensuite, dans la pratique, qu'elle puisse se donner véritablement au travail parce qu'elle est l'interface de l'entreprise. Ce jeudi 14 avril, journée dédiée aux secrétaires, ce sont aussi des conférences autour du thème « L'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la secrétaire ». Il s'agit pour la secrétaire de pouvoir avoir confiance en elle-même et de savoir se valoriser. Et l'autonomisation de la secrétaire relève véritablement de son employeur. Et l'employeur, pour que l'employeur puisse vraiment rendre la secrétaire épanouie, il faut que de temps en temps, il lui fasse des petits cadeaux, qu'il puisse lui dire de petits mots de reconnaissance. La célébration de la Journée internationale de la secrétaire, c'est la 12e édition en Côte d'Ivoire et la 65e au niveau mondial. Pour la Ligue ivoirienne des secrétaires qui compte 16 000 membres, cette 12e journée est placée sous le signe d'un profil de carrière bien défini pour ce corps de métier. En politique, Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, a reçu ce jeudi Amadou Soumaoro, président du directoire du RHDP. En ligne de mire, le point de l'avancement des travaux pour la création du parti unifié. Selon Amadou Soumaoro, les réflexions avancent bien et le délai du mois de septembre sera tenu. Le compte-rendu de Michel Digré. Le tête-à-tête entre le président de la conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié, et celui du directoire, Amadou Soumaoro, aura permis de faire le point de la feuille de route qui doit conduire au parti unifié. J'ai indiqué au président Bédié que ces travaux se passaient dans de très bonnes conditions, dans une bonne ambiance des responsables des différents partis membres du RHDP. J'ai aussi informé le président Bédié des différentes étapes de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Étape qui a commencé par la mise en place d'un comité de direction qui repose sur des comités ad hoc conformément aux missions qui nous ont été confiées par la feuille de route. Et j'ai donc indiqué au président que les choses se passaient assez bien
et que les cadres de tous les partis, d'ailleurs les partis membres du RHDP, étaient très attentifs à la construction de ce parti. Le délai de septembre pour la naissance du parti unifié sera-t-il respecté? Ah oui, nous tiendrons le délai de septembre. Ce sont des objectifs majeurs. Vous savez que les présidents des partis membres du RHDP nous ont donné à nous, présidents du directoire, mission de rassembler toutes les conditions permettant de créer ce parti unifié. Donc nous avons pour mission de convaincre, de sensibiliser les uns et les autres, nos militants, à la nécessité d'aller à un parti unifié. Nous avons aussi pour mission d'élaborer tous les textes fondateurs de ce parti. Et enfin, les sigles, tous les signes d'identification du parti doivent être prêts d'ici septembre. Pour l'heure, Amadou Soumaoro s'attelle à renforcer les coordinations RHDP au niveau des départements et à mettre en place celles des sous-préfectures. À l'étranger, 2 ans après leur enlèvement par les terroristes de Boko Haram, familles et sympathisants ont manifesté aujourd'hui au Nigeria pour réclamer la libération des lycéennes de Chibok, tandis que le gouvernement étudie une preuve de vie de certaines d'entre elles envoyées par leurs ravisseurs. Marches et veillées de prière avaient lieu en différents lieux, à commencer par la petite ville du Nord-Est, devenue un symbole du conflit qui déchire le Nord-Est défavorisé du Nigeria depuis 2009. Exactement 2 ans que les lycéennes de Chibok sont aux mains de Boko Haram. Ce jeudi, une marche est organisée par les parents des 219 filles réunies au sein du mouvement Bring Back Our Girls pour appeler au souvenir des autorités nigérianes la tragédie et réclamer la libération des lycéennes. Au Nigeria, nous n'avons pas oublié et nous implorons le reste du monde à rester avec nous et nous soutenir. Des manifestations se sont déroulées dans tout le pays avec une halte devant le lycée de Chibok et des séances de prière pour commémorer ce jour. Nous voulons des résultats positifs pour voir nos filles vivantes. Nous appelons toujours le gouvernement d'aujourd'hui pour sauver ces filles. Mercredi soir, une vidéo présentée par Boko Haram comme une preuve de vie montrait une quinzaine de filles voilées. Le 14 avril 2014, 276 lycéennes étaient enlevées par les hommes armés de Boko Haram. Entre-temps, 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper. Le rapt et la diffusion d'une vidéo du chef du groupe terroriste menaçant de les traiter comme des esclaves avaient soulevé une vague d'indignation mondiale. Elles sont les victimes les plus médiatisées de l'insurrection de Boko Haram qui a déjà fait quelques 20 000 morts depuis 2009. 1 an de la présidentielle en France, le président François Hollande tentera ce soir de défendre son action, renouer le lien avec une opinion défiante lors d'un face-à-face télévisé risqué avec un panel de Français, de la mise en perspective, du dialogue et de l'explication. Tels sont les objectifs avancés par son entourage. Et puis ce communiqué du Conseil national de la presse, le collège des conseillers du CNP, réuni à sa 4e session ordinaire 2016, le jeudi 7 avril, a infligé une sanction pécuniaire à l'entreprise de presse, les éditions Le Réveil, éditrice du bi-hebdomadaire VIP Mag, et suspendu d'écriture le journaliste Moriba Soumaoro, dit Soum Junior Moriba, pour une durée d'1 mois. L'entreprise de presse Les Éditions Le Réveil, éditrice du bi-hebdomadaire VIP Mag, et le journaliste Moriba Soumaoro disposent, chacun en ce qui le concerne, d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision pour exercer un recours devant la juridiction administrative compétente. On termine avec le FEMUA 9, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui démarre la semaine prochaine. Où en est-on aujourd'hui avec l'organisation? Le point avec Issaïo et Franck Quadio. Reconnaissance du terrain avant le démarrage effectif du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA. Assalfo, Manadja, Goudé et Tino, initiateurs du FEMUA, ont sillonné les artères d'Anoumabo dans la commune de Marcory, retenus pour abriter le festival. Une opération qui vise à mieux peaufiner l'organisation du FEMUA et à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité. Depuis plusieurs semaines, nous n'arrêtons pas de faire des séances de repérage et aujourd'hui nous avons axé notre repérage sur la sécurité. C'est pourquoi vous avez vu toutes les forces de l'ordre ici nous accompagner. De grosses pointures de la musique ivoirienne et africaine sont annoncées à cette 9e édition du FEMUA. Le commissaire de la manifestation rassure,
de la présence de tous les artistes retenus. Le FEMUA est l'un des rares événements qui n'a jamais trahi son affiche. Donc tous les artistes qui ont été sollicités pour être là seront là et les premières arrivées commencent à partir du 17 avril. Korogo est la première ville de l'intérieur du pays qui accueillera le FEMUA. Un enjeu important selon Assalfo. Korogo est une étape importante et je crois que nous allons vivre des moments très sensationnels le samedi 23 et le dimanche 24. Samedi, c'est le cross populaire et dimanche, c'est le grand concert. Nous débarquons avec tous les artistes. Outre les concerts, cette 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo sera marquée par la construction d'une école primaire à Séguéla. Ce, après celle de la ville de Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont l'inauguration est prévue pour le mois de mai. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.